Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on a Jérôme Blanchet-Gravel. Et oui, she got balls. Yes, Jérôme, merci d'être là. Comme on se parle 2 fois par mois, c'est tout le temps un passage apprécié par les auditeurs. J'imagine que on t'a suivi la soirée électorale comme pas mal tout le monde. Je pense que Libre Média, est-ce que vous aviez quelque chose d'organisé de votre côté? Y avait-tu quelque chose? L'avez-vous couvert dans un live ou quoi que ce soit? On J'ai n'a pas pas vu. fait de Honnêtement, on live. a été débordés, nous autres, là, de notre côté. Fait que j'ai perdu de vue ce que les autres faisaient, honnêtement, là. J'ai fait un bilan quand même du rôle des médias dans la campagne présidentielle avec Oui. Alexis Poulain, qui est un de nos panélistes avec Yann là, les 12 et 15 décembre. Donc, on rappelle toujours aux conférences et ça va être Oui. les conférences qu'on tient sur l'avenir des médias, la liberté d'expression. Ça va être d'autant plus intéressant que l'élection de Trump, effectivement, disons, est le début d'une nouvelle ère médiatique. Donc, on a fait une entrevue avec Alexis Poulain, qu'on est revenu sur toute la campagne, mais vraiment axé sur le rôle des grands médias et des plus petits médias. On a fait aussi, j'ai fait une entrevue avec Joe Hamel, là, qui est en Pennsylvanie toujours aujourd'hui. Ouais. Ça, c'était hier matin. On a eu plusieurs textes aussi. Donc, puis la couverture se poursuit parce que dans les prochains jours, il y a d'autres textes qui vont être publiés là, d'analyse là, plus, avec un peu plus de recul. Donc, on a eu effectivement notre lot de contenu, en fait, sur l'élection. Mais on n'avait pas de live la soirée même parce que j'étais, en fait, entre Québec et Montréal. Bon, ça a donné comme ça. Euh, donc, je suis très occupé. J'animais une soirée littéraire à Montréal le 5 novembre. Mais j'ai quand même eu le temps de revenir à Québec pour prendre le discours de Trump. Je pense que c'était quand même rendu 2 heures du matin, là. Ouais, à peu J'ai près. eu ça m'a permis aussi d'écouter, de suivre ça un peu à Radio-Canada, la première chaîne, c'était incroyable, là, ça, c'était fou raide, là. Ah La ouais? couverture de Beau et à la radio en particulier, c'est impressionnant, là, Et franchement, là. peux-tu croire, Jérôme, qu'il avait encore, pour la deuxième fois, invité Pauline Marois pour Ah oui? souligner l'élection de la première femme présidente des États-Unis? Et pour une deuxième fois, elle est repartie bredouille avec son sourire en dessous des pieds. Je veux dire, il y a quelque chose. Pauline. Non, pour vrai, j'avais de la peine pour elle. Je me sentais mal. Je veux dire, je peux pas croire qu'ils ont fait ça une deuxième fois d'affilée. C'est quasiment une forme d'humiliation publique quand tu y penses, là. Elle intervient pas souvent en plus, ouais. Non, c'est ça. C'est une femme qui a quand même un devoir de réserve, là. Pour ça, pour vrai, j'ai un certain respect pour Pauline Marois, dans le sens qu'elle passe pas son temps à jouer à la Ouais. belle-mère. Non, pas du tout. On l'aurait plutôt imaginé en train de faire ça, honnêtement, là. Puis, en général, elle reste assez loin de la politique. Elle fait ses affaires, puis tant mieux. Je pense que c'est ce que les ex-politiciens devraient faire. Tu sais, je regardais Obama et Bill Clinton, les deux qui faisaient ouvertement campagne, presque comme si c'était eux les candidats. Tu suivais le compte X de Barack Obama, tu avais l'impression que c'était lui qui se présentait, d'où le fameux meme mettre fin à un 4e mandat d'Obama là, que les Trumpistes faisaient circuler. Mais tu sais, il y a quelque chose d'un peu pathétique là-dedans. Je me dis, c'est à un moment donné, décroche, et puis toi, t'es plus là. Tu sais, dégage, là. Donc, mais bref, c'est ça. Ça a été quoi un peu ton post-mortem? J'imagine évidemment que un des trucs que les médias font semblant qui n'existe pas, mais une des grandes conséquences de ça, c'est l'impact que ça a sur la liberté d'expression. Là, on a vu les déclarations de Clinton, de Harris, je pense qu'il y avait vraiment un pourcentage de chances que ces gens-là essayent de faire fermer X ou en tout cas de leur mettre une série de bâtons dans les roues s'ils étaient élus, là. Donc, à quelque part, pour tout le Non, monde, pour la liberté d'expression, c'est une victoire pour la excellente liberté nouvelle, là. d'expression, là. C'est un répit bien mérité de 4 ans. Puis, non, les démocrates sont allés très loin. Puis, écoute, aussi la question de ce qu'ils appelaient l'ingérence. Est-ce que vos propos sont le reflet de l'ingérence, bon, russe en particulier, mais bientôt peut-être chinoise, si on est dans la logique. Donc, il y a eu des glissements vraiment incroyables du côté démocrate. Donc, pour les médias comme les nôtres, pour tous ceux qui tiennent à la liberté d'expression, l'électeur de Trump, une excellente nouvelle. Vraiment, on peut en être apaisé même, je pense, pendant un certain nombre de semaines.
Non, c'est une bonne nouvelle pour la liberté d'expression comme telle. Pour autre chose, par exemple, l'économie canadienne, on verra. Là, évidemment, il y a du positif, du négatif. Je pense qu'il y a plus de positif parce que, bon, encore une fois, les démocrates, c'est ont eu plusieurs dérapages là, depuis la pandémie, en fait. Puis même que on s'aperçoit que la gestion de la pandémie a pesé probablement dans le résultat de l'élection présidentielle américaine. Donc, tous les Américains n'avaient pas digéré là, l'espèce de dictature sanitaire. Bon, aux États-Unis, ça a été quand même pas mal plus modéré qu'au Québec là, comme mesure. Mais tout ça, les gens, la pandémie a arrêté d'en parler. Ouais, mais c'est parce qu'il y a une élection présidentielle américaine qui s'en vient. Ça se pourrait que ça a un impact. Et les gens ont quand même plus de mémoire qu'on pourrait le croire. Puis, non, puis Trump, on le sait, c'est pas un personnage qui est parfait. C'est quelqu'un qui dit toutes sortes de choses, caractère particulier. D'ailleurs, son fond de teint est incroyable. Là, je veux dire, c'est quand même fou raide. C'est des États-Unis, c'est très exotique, les États-Unis, pareil. Ils n'ont pas peur du kitten. Non, c'est ça, c'est Kit Chamard, avec toutes ses beautés plastiques aussi autour de lui, là, de toutes ces femmes, avec plein d'interventions chirurgicales d'un bout à l'autre. Là, c'est très particulier, c'est très américain. C'est un autre monde, oui, d'une certaine façon. Mais ouais, sa peau, c'était fou à son discours. Il est apparu épuisé, hein, Trump, ce soir-là, mais une sorte de fatigue positive dans le sens où on l'a senti investi d'une sorte de fardeau, puis bon, évidemment, le soulagement. Puis il y a l'âge, mais moi, je trouve qu'il avait l'air assommé, Trump, quand il est arrivé vers 2-3 heures du matin là, à Mar-a-Lago, comme ils disent avec l'accent anglais, Mar-a-Lago. Ben déjà, il y a combien de personnes de 78 ans qui toffent jusqu'à 2-3 heures du matin pour. Ah, bon, au Québec, je veux dire, à Québec, Bernard Drinville fait du porte-à-porte, puis il y a des gens de cet âge-là en robe de chambre à 5 heures de l'après-midi. Là. Au Québec, les gens couchent leurs enfants à 7h30, là, tu sais, fait qu'il ne faut pas. Tu sais, bon, je viens de briser Yann avec l'histoire de Drainville. Il dit, monsieur en robe. Non, ben c'est ça pareil. As-tu reçu la visite de Drainville, là, Yann? Non, il devait savoir que je restais. Yann se lève en robe de chambre, M. Drainville est là. Je ne l'ai jamais eu en porte-à-porte, Colin. C'est ma plus grande déception de la dernière campagne. J'aurais fait « Hey, Bernie! » Un micro, une petite entrevue pour Yann et Frank en direct. Ah, j'aurais commencé par lui demander qu'il me débloque sur Twitter. Ça aurait été déjà... Ah oui, oh mon Dieu. Mais, pauvre Bernie. Ouais. Mais oui, mais en tout cas, non, c'est, écoute, non, puis toute la question, effectivement, de l'ingérence, je veux dire, les démocrates avaient instauré un climat irrespirable sur le plan de la liberté d'expression. Hillary Clinton qui dit qu'elle propose de criminaliser certaines opinions, qui, encore une fois, c'est le reflet de l'ingérence étrangère. Oui, mais c'est quoi de l'ingérence étrangère? Est-ce que être contre l'avortement, par exemple, aux États-Unis, c'est être influencé par le Kremlin qui, lui, fait la promotion. Mais ça allait jusqu'où, ça, là? Le Kremlin était partout, là. Donc, non, écoute, on s'est levé hier, le 6 novembre, dans un tout autre monde. On s'est levé dans un monde différent. Géopolitiquement, c'est une révolution aussi. Ouais. D'un point de vue pour québécois, l'Ukraine. Oui, pour l'Ukraine, c'est sûr qu'il y a beaucoup de. Il y a même des paris en ce moment hein, sur Polymarket. Là. Les gens parient sur. 50-50, je pense. Hein? Oui, 50% des chances, les gens pensent que Trump va mettre fin au conflit dans les 90 premiers jours d'un mandat. Là. Ah ouais, mon Dieu. Ouais, il y a vraiment des gens qui. Ça fait Écoutez, c'est plus de 100 000 morts des deux côtés aussi, un conflit épouvantable, une guerre sans doute inutile. C'est important pour l'Ukraine même. Là, les gens vont dire qu'on est pro-russe, mais non, parce que les Ukrainiens sont en train, évidemment, de sacrifier leur jeunesse. Il y a combien d'Ukrainiens qui se sont exilés? Bon, certains, on peut profiter, par contre, il faut le dire, de la guerre, parce que, évidemment, toutes les zones du pays ne sont pas affectées par le conflit, mais on s'entend que c'est un peu stressant. C'est comme si, c'est comme si à Saint-Raymond, il y avait des bombardements. On s'entend que c'est pas rassurant pour les gens de Québec. Là. Et c'est spécial, pareil, comment, dans le monde, la perception des gens est extrêmement différente. Là, on reviendra au cas du Québec après, là, mais quelqu'un me disait qu'il parlait avec un ami qui est en Bulgarie et la personne lui disait genre ici, les gens sont contents que ce soit Trump parce qu'il est contre la guerre. Ça, c'est la perception des
Tu vois, en Bulgarie, les gens étaient comme Trump, c'est l'anti-guerre là-dedans, alors qu'ici, je veux dire, les gens pensent qu'il va démarrer la Troisième Guerre mondiale, lancer des missiles nucléaires. Ici, on revit 2016. Là, en fait, comme une espèce de nostalgie de mental breakdown qui s'est installée. Là. Les gens nous refont la 2016. Je vais déménager, je vais ci, je vais ça. Ça dit quoi, ça, selon toi, sur le Québec? On a parlé à Alexa Lavoie le soir de l'élection. Elle était à Times Square. Et à Times Square, les gens, dans un bastion démocrate au cœur de la ville de New York, les gens avaient l'air moins en dépression que des animateurs de télé à TVA et Radio-Canada et des kidams québécois qui sont jamais allés aux États-Unis de leur vie, qui n'ont aucune parenté là-bas, mais qui écrivent des lettres à leur fille dans le journal pour s'excuser ou en disant là, j'ai peur pour l'avenir, ma fille a peur. Il y a une forme d'hystérie collective là, dans le Québec. Là. Je ne sais pas si c'est représentatif vraiment de la vraie société, là, mais en tout cas, médiatiquement, il y a une forme de folie là, qui se déploie. Oui, ben écoute, ça a été parodique. Là. Les 50 Québécois, évidemment, interviewés par le Journal de Montréal, c'était un autre sommet de bande dessinée. C'est incroyable. Là. Donc, évidemment, la peur domine aussi toujours, là, toujours sous l'angle de l'inquiétude. Là, en fait, vous pouvez tourner n'importe quelle nouvelle sous cet angle-là. En fait, c'est toujours préoccupé, des gens préoccupés, des gens inquiets, des gens préoccupés. C'est toujours ça, en fait. Hein, n'importe quoi, prenez n'importe quel phénomène et présentez-le sous l'angle de l'inquiétude. Et ça a l'air de fonctionner au Québec, tellement les gens sont inquiets, puis pépères, puis prisonniers de leur confort, finalement. Là, hier, je déjeunais dans un restaurant ici. Là, j'entendais, évidemment, quelques boomers bien retraités là, commenter l'élection américaine. D'ailleurs, il y avait presque juste des boomers dans le restaurant. Là, tu te dis, oh shit, là, je m'attendais à voir une diversité. Est-ce que tu penses que ces boomers-là ont lu Vincent Brousseau-Pouliot qui nous dit comment survivre à un nouveau mandat de Trump? Survivre. C'est incroyable parce que ceux-là sont super peinards. C'est les fonds de pension qui ont été accumulés, évidemment, sur un modèle qui est insoutenable. C'est les prochaines générations qui vont toutes manger ça d'en face. C'est un mode de vie qui, finalement, est complètement artificiel. Liberté 55, écoute, ça peut faire 30 ans que la personne est retraitée. Puis là, ça s'inquiète du sort du monde, peinard dans un restaurant l'après-midi. Ça n'a rien à faire de sa vie, vraiment. Évidemment, là, les gens vont dire tu fais dans l'âgisme, monsieur Blanchet. J'ai beaucoup d'amis âgés, moi, en passant. Quelqu'un qui a beaucoup d'amis âgés, là, puis bon, arrêtez de. Ouais, mais si vous êtes âgé, vous n'êtes pas comme ça. Arrêtez de vous sentir visé, puis c'est tout. Là. Je vous lis le premier paragraphe. Mais c'est ça. Vas-y, Yann, puis on poursuivra. Donald Trump a été réélu président des États-Unis. Malgré son penchant pour le fascisme et l'autoritarisme, sa campagne de peur, ses mensonges à répétition. Il commence son texte de même. Là. Lui, c'est de Radio-Can, ça? La presse. La presse, OK. Ça, c'en est un qui avait peur de la COVID solide. Il voulait des masques partout. Avez-vous vu le fil conducteur? C'est systématique. Peur des changements climatiques à mort, peur de la COVID, pro-mesures sanitaires intégrales et hystérie anti-Trump. Là. Tout ça, c'est un fil conducteur de ces gens-là. Toutes des gens qui connaissent quelqu'un dans leur entourage qui a la COVID longue. Et ça tourne toujours alentour des mêmes thèmes, des mêmes affaires. C'est la Terre va sauter, on va tous mourir de la COVID longue et Trump va... c'est pas très mort l'alpha, maintenant. Et Trump, évidemment, cumule... il incarne tous ces risques-là parce que on sait qu'il va accélérer les changements climatiques. On sait qu'il n'était pas tout à fait sanitariste. Donc, il est un danger parce que... il va enlever le droit à l'avortement. Mais c'est très égoïste parce que qu'est-ce que ces gens-là, comme je le répète, très peinards, qui sont vraiment dans une... sont confortables. À l'abri, en fait, je dis, économiquement, ils vivent dans un safe space et ils craignent pour leur tranquillité, dans le fond. Ils s'en foutent, en fait, du sort de l'Américain moyen. Là. C'est monsieur, madame, tout le monde, potentiellement à la retraite, qui a peur d'être dérangé, déstabilisé quelques secondes par semaine dans son petit quotidien, peur d'être submergé par un petit sentiment d'angoisse parce que là, de quel bouleversement on craint vraiment
chez ces gens-là, ultra privilégiés, finalement. C'est très égoïste. Ils s'en foutent complètement de tout ce qui est trafic humain à la frontière. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, honnêtement? On les écoute, là. Donc, c'est rempli de préjugés. Puis bon, évidemment, ils pensent que c'est nous qui avons des préjugés. Mais c'est très, 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 comment dire... Écoute, il y a une paresse aussi intellectuelle, évidemment, là-dedans, qui est évidente, là. Tu as parlé un peu d'immigration illégale. Il y a à peu près 18 millions à 20 millions d'illégaux aux États-Unis. Trump aurait promis de les déporter. Bien évidemment, quand tu grattes un peu, il y a plus de nuances dans ça, évidemment. Les gens croient réellement, selon Polymarket, que dans les 100 premiers jours, il va y avoir un executive order lié à ça du côté de Trump. Et là, on a entendu PSPP hier sortir. François Legault fait sensiblement la même chose sur Twitter, demande au premier ministre canadien de resserrer nos frontières parce qu'eux autres sont persuadés qu'il va y avoir 20 millions d'Américains qui vont essayer de traverser au Canada. Qu'est-ce qui se passe, Jérôme? Là? Peux-tu nous expliquer un peu? Crois-tu à ça, toi? Va-tu vraiment avoir 20 millions de personnes qui vont rentrer au Canada demain matin comme réfugiés politiques des États-Unis? Je vais vous le mettre. Ce que Legault a dit, c'est quand même assez édifiant. Là, donc, on écoute notre bon premier ministre. Pas les immigrants, c'est le nombre. On en a déjà trop. Ben, il ne faudrait pas qu'on voit en plus une arrivée massive d'immigrants qui viennent via les États-Unis. C'est la responsabilité du gouvernement fédéral de protéger nos frontières, mais même le gouvernement du Québec va s'assurer que le gouvernement fédéral protège nos frontières, puis qu'on se pose des questions selon les gestes qui vont être posés par l'administration de M. Trump pour s'assurer qu'on n'ajoute pas aux problèmes actuels. Le problème, c'est pas les immigrants. Le gars n'a pas l'air affilé pendant tout. Hein, il a l'air low energy. Comme c'est. Tu parlais de Trump tantôt qui avait l'air fatigué. Lui, il est fatigué pas à peu près. Là, les yeux cernés puis la voix qui tremble. Mais Trump, avec raison. Hein, j'ai senti qu'il, comme je le répète, une espèce de fatigue positive là, qui était peut-être même assagi de certaine façon. C'est ça. Mais l'adrénaline a tombé aussi. Là, c'est ça. Non, mais c'était comme un moment. Écoute, moi, j'ai toffé ça en direct. Puis, enfin. Mais oui, j'ai trouvé que Trump avait l'air épuisé. Mais il l'est avec raison. Mais comme je vous dis, ça venait avec une certaine... je pense qu'il c'est le Québec. Un peu comme quand tu es élu pape, là, le poids sur tes épaules. C'est encore une fois le Québec. On a été l'épicentre de la pandémie, on était l'épicentre des changements climatiques. Et là, on est comme devenu en 24 heures l'épicentre de la politique migratoire de Trump. C'est-à-dire que là, mais ça, quand même, il faut ça va être prévoir. Ben, je comprends là, qu'ils peuvent prévoir ça, mais de là à aller faire une conférence de presse la journée de l'élection pour se mettre en scène en disant, tu sais, comme pour faire peur aux Québécois, là, préparez-vous, il y a une invasion d'illégaux qui s'en vient. Il y a quelque chose là-dedans qui est surréel. Comme si le Québec... ouais. Tu comprends? C'est encore une fois, là, c'est tenir les gens... Catastrophiste, tenir les gens en alerte. Là, préparez-vous, il y a quelque chose de grave qui s'en vient. Il y a une vague. Ça pas celle du virus qui est celle de... Ben, c'est parce que les nuances qui ne sont pas faites, c'est que le 20 millions de déportations, c'est pas vrai. Là. Ils disent eux-mêmes, on va viser 1 million, puis on va viser surtout les criminels. Ouais, quand ils vont en avoir déporté 50 000, ça va être beau. Mais pensez-vous réellement que les criminels vont rentrer? Ça se peut qu'il crée une vague de panique, entre guillemets, chez certains irréguliers, comme on dit aujourd'hui. Mais tu sais, si on laisse rentrer les criminels chez nous, ça marche pas. Des fois, ça n'en prend pas beaucoup. Ouais. Mais tu sais, si vraiment ceux-là qui sont visés, c'est les criminels, par exemple, qui ont réussi à passer la frontière américaine, puis ça a réussi à rentrer au Canada avant qu'ils se fassent spotter, par exemple, aux États-Unis ou tout ça, je veux dire, ça parle beaucoup sur notre propre système, là. Tu sais, je veux dire, si réellement on est capable de laisser rentrer des criminels ici, je pense qu'on est capable, rien qu'en masse avec Trudeau, là, va falloir qu'on change de discours, là, parce que là, ça ne marche pas, cette affaire-là. Là. Déjà qu'il y ait autant de criminels qui ont réussi à rentrer aux États-Unis sous Kamala Harris, c'est spectaculaire. On comprend les Américains de vouloir se débarrasser de ces gens-là. Tu sais, je veux dire,
tu veux pas te débarrasser de tous les immigrants illégaux, là. Je veux dire, c'est 20 millions de personnes. De toute façon, c'est un crash pour le PIB, là. C'est 8 à 10 du PIB qui disparaît demain C'est parce que tu matin. me parles d'économie aussi, là, puis Ouais, du c'est ça, mais marché même, là. C'est parce que ces gens-là consomment aussi aux États-Unis, donc exactement. Tu sais, si tu te prends 20 millions de personnes puis tu les déportes demain matin, je veux dire, jamais que les États-Unis vont faire ça. Au niveau économique, c'est pas viable, OK? Tu vas avoir un crash incroyable la journée que tu fais ça. de toute façon, les États-Unis, c'est une civilisation, là. Je veux dire, c'est imbriqué au Mexique, là. Les gens comprennent pas bien ça. C'est pas un État-nation comme nous, on le conçoit, là. Non, exactement. Ouais, non, Mais ça a déjà été ça, puis certains veulent encore penser les États-Unis comme ça, mais la vérité, c'est que les États-Unis, c'est une sorte d'empire et le Mexique du Nord est pratiquement fusionné économiquement aux États-Unis. D'ailleurs, je le répétais justement parce que Trump se trompe là-dessus. Il le sait. Trump a eu ces déclarations-là hostiles pour effectivement aller chercher un certain électorat qui est insécure culturellement, etc., par rapport évidemment à l'hispanisation qui est vraiment très forte. Mais Trump le sait comme investisseur, puis tout ça, il le sait que le Mexique, le nord du Mexique est imbriqué économiquement au sud des États-Unis. Ça, c'est pas une grande nouvelle, ça, là. Non, exactement. Donc, il ne faut pas non, c'est faire ça. expulser, oui, mais il y a des travailleurs, il y a des gens il y a des nounous là-dedans. Je veux dire, vous allez expulser, genre, Lupita qui s'occupe des enfants Mais non. de gens à San Diego qui ont besoin de Lupita parce qu'ils ont 3 enfants puis ils travaillent 60 heures semaine. Ça Ils va sont pas. pas tout à fait. Donc, tu sais, ça n'arrivera pas comme ça. Remarque que Trump a eu des déclarations hostiles, mais c'est plus compliqué que ça, là. Ouais, mais l'objectif de ces déclarations-là, d'après moi, c'est de stopper, c'est d'envoyer un message clair que on veut plus que vous veniez. Contrairement aux autres qui ont le message Comme de. le fameux tweet de Trudeau là, en 2015, c'est ça? Il avait Ben, invité tout le monde à venir, là. c'est ça, c'est que dans le Les fond, villes sanctuaires. c'est ça, exactement. L'objectif du message de Trump avec un truc de même, c'est de dire, regarde là, les affaires de ville sanctuaire puis de terre d'accueil pour toute la misère du monde, c'est terminé. On peut pas se le permettre. Puis regarde, on va même expulser du monde. Fait que lui, il fait le pari avec ça que ça envoie le message à des gens qui pensent essayer de traverser la frontière illégalement, dire ouais, je vais faire attention là, à cause que c'est lui. Si je me fais pogner par les Border Patrol, je vais peut-être finir en prison. Ou, pour les moins téméraires de la gang, ça va en décourager probablement certains. Ça, c'est sûr que l'objectif, à quelque part, c'est lui. Après, je veux dire, des déportations aux frontières, il y en a toujours eu. Un de ceux qui en a fait le plus, c'est Barack Obama. Personne n'en a jamais parlé. Donc, forcément, ça va arriver. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu loufoque, là, qu'encore une fois, le Québec se mette à l'avant-plan de la scène là-dessus, comme C'est si, sûr que, ouais, c'est ça. comme si Washington allait remplir des autobus de migrants du jour au lendemain, puis qu'il y a 20 millions de personnes qui allaient se masser par le chemin Roxham ou je sais pas trop où. Mais honnêtement, le mot se passe un peu. C'est-à-dire, moi, je pense que Legault, d'abord, devait prendre acte de l'élection de Trump, puis le féliciter, bon, peut-être avec plus d'enthousiasme qu'il l'a fait. Il y a aussi ce qu'il faut surveiller, c'est l'entente sur les pays tiers sud, c'est-à-dire qu'il il y a un volet juridique à ça. Ouais, ça va être renégocié probablement. Le détail m'échappe, là, mais normalement, tout le monde ne peut pas se précipiter à la frontière s'il est déjà arrivé dans un pays considéré comme sûr, là, s'il y a déjà eu s'il y avait déjà le droit à l'asile. Il y a quelque chose de très technique ici, puis bon, je ne suis pas juriste, puis je ne suis pas un spécialiste du droit international, mais ça, c'est à vérifier. J'imagine le gouvernement Legault est là-dessus. Cela dit, le mot s'est passé quand même. Le mot peut se passer chez les migrants, là, c'est-à-dire, c'est des mouvements, c'est des flux quand même, comment dire, il y a une spontanéité chez ces groupes-là, si on peut dire, de migrants. Il y a plus d'organisations qu'on pense. Ouais, et ça se pourrait qu'un moment donné, le mot se passe et qu'il y ait un genre de spin que oui, il faudrait peut-être aller au Canada. Et puis ça peut me fonctionner sur une fausse nouvelle ou justement, même Kamala ou quand Joe Biden, lui aussi, je pense, avait invité les gens à se ruer. Il suffit souvent d'un tweet d'un politicien pour créer une vague migratoire. Donc, si le mot commence à se passer, en fait, c'est ce qu'il faudrait que Justin Trudeau fasse. Puis, tu sais, veut pas, au Québec, on n'a pas le contrôle de nos frontières. Là, soyons clairs, c'est le fédéral qui nous abuse avec ça. Donc, le Legault reste pogné avec ça comme tout Québécois. Mais là, Justin Trudeau devrait faire un tweet du genre, peut-être en prévision, effectivement, sans sombrer dans la panique,
du genre que le Canada ne jouera pas dans ce film-là et que ce n'est pas une terre alternative pour les gens qui seraient tentés de quitter les États-Unis. Je pense que le scénario est possible parce que d'abord, beaucoup de migrants passent maintenant par le Canada pour aller aux États-Unis. Là, il y avait ça. C'est pour ça que les autorités, par exemple, pour prendre l'avion, on surveille beaucoup ça, les Mexicains là, qui prennent l'avion pour le Canada, parce que souvent, ils faisaient juste arriver au Canada puis ils passaient le chemin Roxham, mais inversement, ou d'autres Ah ouais? chemins. Ah Oui, ouais. puis ça, tu au On Mexique, n'en parle pas souvent de ça. Hein. Ben moi, j'ai appris ça, j'étais au Mexique, puis tu sais, ils parlent jase, une coupe de bière, puis les gars me racontent ça. Ouais, je suis passé par le Canada pour entrer illégalement aux États-Unis. Ah ouais, raconte-moi donc ça, comment ça s'est passé. Puis, c'est ça. J'en ai appris beaucoup au Mexique, là. Puis tout le monde a un cousin, évidemment, illégal, ou deux ou trois, avec une tante qui n'a pas de papier aux États-Unis, qui ne peut pas revenir chez elle parce qu'elle est coincée là, parce que, bon, elle n'a pas de papier, donc elle ne peut pas retourner aux États-Unis. Fait qu'elle ne peut pas aller visiter la famille au Mexique. C'est dramatique. Mais ça se peut quand même que c'est une des possibilités. Ça se pourrait qu'il n'y ait rien ou más o menos, là, mais ça se pourrait qu'il y ait, s'ils commencent effectivement à faire des déportations, ça se pourrait que des gens soient tentés d'aller vers le nord. Là. C'est pas un scénario complètement irréaliste. Là. Non, c'est sûr. Mais la prudence, à un moment donné, quand tu vois que moi, je pense que, en tout cas, personnellement, être premier ministre du Québec, je veux dire, si tu vois le degré d'hystérie sur les réseaux sociaux et la folie collective, il me semble que la décence normale, c'est, regarde, pense ce que tu veux, fais tes affaires à l'interne, mais je n'irai pas faire une conférence de presse pour dire aux Québécois, en plus, qui ont peur de la Troisième Guerre mondiale, de Trump et autres, que préparez-vous, il y a une invasion migratoire qui s'en vient. Ça me paraît complètement irresponsable de dire publiquement. C'est de la politique. Legault, on le sait, à chaque fois qu'il traite d'immigration et d'identité, c'est pour, il remonte remonter un peu dans ouais. les sondages. Donc, alors que la CAQ va accueillir combien d'immigrés finalement en 2025? Là, les chiffres sont sortis récemment. C'est pas 137 000. Donc, tu sais, la CAQ était parti hyper hypocrite, qui est vraiment le bluff nationaliste par excellence. Là. Donc, c'est un nationalisme de pacotille, ce parti-là. Donc, moi, je n'y fais pas confiance. C'est-à-dire, il n'y a pas de crédibilité, Legault, quand il nous parle maintenant d'identité puis d'immigration. À chaque fois, c'est ça. C'est parce que son parti est juste beaucoup trop, c'est ça. est trop en baisse dans les sondages. Mais Hey, je pense que. on s'en va tranquillement au sujet principal. Oui, ben pas tranquillement. On y va directement. Écoute, les gens qui ont regardé les Olympiques et même ceux qui ne les ont pas regardés, là, vous avez vu le célèbre combat entre Iman Khelif et l'Italienne, dont j'oublie le nom, qui a abandonné après finalement un coup de poing. Et bon, là, ça avait déclenché tout un mouvement. On disait, là, l'extrême droite, parce que maintenant, la moitié de l'humanité est devenue fasciste et d'extrême droite, là, si on se fie aux gens de gauche qui s'expriment sur ces réseaux sociaux. Là, on mégenrait cette femme-là qui avait... C'est quoi qu'on nous disait? Elle était... on nous avait sorti une histoire qu'elle avait une condition de naissance, elle était intersexuée ou je sais pas trop, puis en gros, c'était une femme. Hermaphrodite en français, intersexe. Ouais, mais c'était pas ce mot-là qui avait sorti. C'était une maladie rare là, qui faisait qu'elle avait l'air un peu masculine. Tous les gauchistes faisaient chier. Là. Ils traitaient les gens de droite là, d'immatures, de ne pas connaître les faits, de pas faire, de faire des conclusions hâtives basées sur des photos. Ça. Mais à l'époque, bon, elle avait été empêchée de compétitionner dans la Fédération internationale de boxe, mais là, on nous avait sorti encore l'histoire. C'est toujours le même phénomène, la même truc monocausal maintenant, c'est toujours les Russes. Chaque fois qu'il y a quelque chose quelque part, c'est l'ingérence russe, les bots russes, les pirates russes, et là, maintenant, c'était les transphobes russes, finalement, ou je sais pas trop, là. Donc, et là, la semaine passée, moi, sur le coup, je pensais que ça avait l'air un peu d'une fake news. J'avais vu la nouvelle dans un seul journal passé. Mais là, vous autres, vous l'avez repris. J'ai vu aussi Joseph Facal dans le Journal de Montréal. Je l'ai fait. Ça, c'est autorisé, ça. Ça veut dire que c'est une vraie apparemment, nouvelle. c'est autorisé. Là, donc là, mais ça a été repris par plusieurs médias, là, honnêtement. Là, donc là, tu sais, Iman Khelif, la boxeuse, était bien un boxeur. Et Jérôme dans Libre Média. Donc, j'aime bien votre titre. Là. La boxeuse Iman Khelif a des testicules selon un rapport. Donc, les premiers au Québec à le reprendre, effectivement, c'est
C'est un journaliste indépendant français là, qui a été vraiment à l'origine de cette. Je ne sais pas si c'est une fuite. C'est lui qui a eu accès aux documents, mais au Québec, on était le premier média à le relayer. Ça, c'est sur la peu Redox et le média même là, en C'est ça. France. Donc, c'est quoi Ça a été l'histoire, là, viral. Puis après ça, selon évidemment, l'histoire? Facal ne le dira pas qu'il a vu passer ça. Là. Peut-être qu'il Ouais. l'a vu vraiment au Daily, je pense, au Daily Mail. Mais on Donc a là, il y été a une assez vite. histoire On est assez vite. de rapport médical, tout ça. Peux-tu nous expliquer un peu? Moi, honnêtement, au début, comme je dis, j'étais sûr que c'était une affaire inventée, fait que j'ai pas trop regardé, là. Puis, Non, moi, non, j'étais un peu dépassé. Je suis comme si une fille, un gars, là, a des testicules. Les gauchistes disent que c'est des ovaires externes. C'est rendu compliqué. Je veux dire, en 2024, on ne sait plus si un gars est une fille est un gars. Qu'est-ce qu'on raconte finalement dans ce Ben, dossier-là? écoute, moi, je suis vraiment pas endocrinologue, là, donc c'est très technique, mais en gros, le rapport dit qu'elle a des testicules non descendus, je pense, de 4,5 cm, truc comme ça. Donc, c'est noir sur blanc, là. C'est un rapport qui est franco-algérien, finalement, entre un hôpital de Paris, une collaboration entre un hôpital de Paris et un hôpital d'Alger qui, qui montre que le type, en gros, tire beaucoup plus vers l'homme que vers la femme. Là, en résumé, puis comme je dis, c'est très technique, là, il y a des notions. Là, donc, le type, en tout cas, ou Yel, je ne sais pas trop comment l'appeler, Madame Kélif n'est pas à sa Madame. place dans une catégorie féminine. Là, j'en ai parlé avec un ou deux médecins, même en privé. Et c'est dangereux, en fait, pour En fait, quand les tu femmes qui regardes, compétitionnent contre elle, c'est clair, clair. c'est Jean-François Caron qui mettait ça un peu en relief, mais quand tu regardes la tenue qu'elle porte en Algérie, la façon que son coach interagit avec elle, par exemple, quand il la grimpe sur ses épaules, tout ça, c'est pas la manière classique de traiter une femme par un homme en Algérie, disons. Normalement, en Les Algérie, Algériens, comment ils ont géré ça? L'orgueil algérien, c'est incroyable. Hein? Un pays évidemment gangréné par l'islamisme qui tout d'un coup défend une IEL aux Jeux olympiques. Tu sais, je dis, vous avez vraiment pas beaucoup de succès récemment, les gars, pour défendre avec un tel acharnement cette essayez de trouver, boxeuse-là. essayez de trouver une photo d'une femme algérienne sur les épaules d'un homme algérien, là, puis vous verrez pas ça nulle part. Là. De toute façon, les femmes n'y croient pas. La plupart des femmes, et j'ai interviewé des féministes aussi, personne n'y croyait. Là, on se faisait traiter de complotiste, mais plusieurs persistaient et signaient. Il y a évidemment quelque chose d'instinctif qui nous permet de détecter qu'on n'a effectivement pas tout à fait affaire à une femme. Là. Donc, même, même au-delà de. Mais c'est intéressant, évidemment, les interactions, comme tu décris, Yann, physiques, en disent beaucoup, mais le non-verbal, puis tout ça, on voit très bien là, que c'est pas. Du moins, c'est androgyne au minimum. Donc, c'est toute la question. Mme Kelly, je pense pas qu'elle participe elle-même du mouvement trans. Là, on s'entend, elle ne Non. revendique pas ça, puis l'Algérie n'est effectivement pas là-dedans. C'est un pays très, très conservateur, etc. Mais elle a profité du wokisme, en gros, pour pouvoir compétitionner contre des femmes, alors que c'est déloyal et finalement, c'est dangereux parce que on sait que forcément, les femmes n'ont pas les mêmes aptitudes physiques que les hommes. Donc, c'est déloyal, c'est inéquitable. Et écoute, il y a un rapport de l'ONU. C'est l'ONU. L'ONU est-tu complotiste? Là? Alors que l'ONU, on est plutôt dans la gauche. Là. Bien souvent, il y a 900 médailles qui ont été perdues par des femmes au profit d'hommes depuis. Pas juste aux OK, Olympiques, mais dans différentes compétitions, mais de haut niveau. Là, donc, ça, Frank, 900. aussi, tu peux montrer l'article aussi qu'on a sorti à Libremédia. On est seul à avoir l'article qui s'appelle 900 médailles. Hey, c'est 900 rêves brisés. Là. Oh oui, non, non, c'est l'ONU, là. C'est l'ONU qui dit ça. C'est pas Donald Trump, c'est pas un média complotiste. Là. C'est un rapport de l'ONU tout à fait officiel, disponible dans plusieurs langues. L'article de Libremédia le renvoie à la version française de l'article. Donc, il y a une rapporteuse spéciale à l'ONU, là, dont Parce que, tu sais, j'oublie le nom. Lia Thomas avait été la tête d'affiche un peu de ça au niveau universitaire. Je crois qu'on ne lui a pas permis de compétitionner aux Olympiques.
si je ne m'abuse, mais je veux dire, c'était quelqu'un qui remportait les championnats avec les filles à côté qui se faisaient un autre podium, c'est sa deuxième marche. Tu sais, puis tu as vu toutes sortes de protestations aussi des athlètes féminines avec les bikinis écrits sur le pubis « Not a dude ». Tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, crime, quand est-ce qu'on va réaliser qu'on va trop loin? Là? Puis là, puis 2024, c'est un peu ça quand même. Tu sais, on le disait, on avait l'impression que ça finira jamais, il n'y aura jamais de changement, il n'y aura jamais de tipping point, où est-ce que tout va revirer de bord. Puis finalement, 2024 est en train de se dessiner comme une année où est-ce qu'il va peut-être en avoir des changements éventuellement, là, parce qu'on a poussé la note trop loin aux Jeux olympiques. Oui, c'est ça. Effectivement. Trump est une réaction à tout ça, à un trop-plein, à des lubies, le wokisme est allé tellement loin. Puis, tu sais, le féminisme contre les femmes, regardez ce qui est rendu le féminisme aujourd'hui, en tout cas institutionnel, parce qu'il y a vraiment un schisme actuellement. Et au Québec, encore une fois, on est tellement bouché que ces féministes-là, très hostiles en fait au mouvement trans pour des raisons évidentes, n'apparaissent pas au Québec. Je pense qu'il y a un groupe qui s'appelle PDF Québec, là, mais ils sont très, très minoritaires. Encore une fois, un manque de diversité d'opinion et de pluralisme très clair dans l'espace public ici. Mais dans le monde, beaucoup de vrais féministes et des vrais de vrais, des femmes de gauche qui militent activement contre, évidemment, ce qu'on appelle l'invisibilisation des femmes au profit, évidemment, des nouvelles femmes qui sont des hommes. Là. Puis dans les prisons, c'est encore pire. Là, imaginez des criminels hommes qui se retrouvent dans des prisons pour femmes parce qu'ils se sont découverts un attrait pour l'autre sexe. C'est arrivé. Il y a des records de femmes enceintes dans les prisons de femmes. Là. Oui, il y a un mouvement en Californie pour ça, là, depuis qu'ils ont changé les lois. Parce qu'en plus, c'est ça que les gens ne comprennent pas toujours, c'est qu'il ne s'agit pas de gens. Il ne s'agit pas de gens qui ont, à l'âge de 5 ans, pris des bloqueurs d'hormones et subi une transition là, sexuelle comme en bonne et due forme. Là. Il s'agit souvent de cas de gens qui étaient des hommes jusqu'à l'âge de 55 ans et qui se déclarent femmes et pour la simple déclaration et l'auto-identification à l'autre sexe leur procure le droit d'être incarcérés dans une prison pour femmes. Là. On est dans un autre monde complètement. Là. C'est un peu comme ce qu'on parlait à un moment donné que pour le gouvernement fédéral, avec le nouveau congé qu'ils ont donné, que si les gens s'identifient comme autochtones, ils ont comme par hasard 5 jours de congé pour aller à la chasse dans le temps de la chasse. Il y a fort à parier. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en psychologie pour comprendre qu'en faisant ça, tu incites des gens à s'auto-déclarer comme autochtones pour bénéficier de ces 5 jours de congé-là. Donc, un homme qui entrevoit un séjour difficile en prison à peur de se faire passer à tabac, tous les avantages du monde à dire moi, tout d'un coup, je suis une femme, savez-vous quoi? Un peu comme ce qui a déjà été observé en prison, que si tu te convertis à certaines religions, tu vas avoir un menu différent des autres. Donc, tu observes des conversions, des gens qui disent être religieux rendus en prison pour avoir accès à de la nourriture de meilleure qualité. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un expert en comportement humain pour comprendre que si tu ouvres une porte, les gens vont mettre le pied dedans, là. Ça me paraît assez simple. Puis en plus, je trouve que tout ça, ça nous montre une chose, c'est à quel point maintenant, il n'y a presque plus aucune sphère de notre vie qui n'a pas été politisée. Tu sais, en 1980, la question de savoir si telle personne qui compétitionne là-dedans est un homme ou une femme, ou est-ce qu'il y a un truc d'intersexe ou d'hermaphrodite là-dedans, tout le monde aurait regardé ça. C'était des histoires de Russes à l'époque, là, ou de femmes d'Allemagne du côté soviétique. Là. Puis, on regardait ça, des gens d'Europe de l'Est, puis les gens trouvaient ça amusant. Là, on disait, c'est des petites controverses, mais il n'y avait pas de politique là-dedans. Là, ce qu'on a vu, c'est une femme qui serait probablement un homme de naissance, ou en tout cas un intersexe, qui donne une raclée à une autre femme, et t'as l'humanité qui se sépare en deux, les bonnes personnes vertueuses de gauche qui défendent l'homme qui donne une volée à une femme, et de l'autre côté, les complotistes d'extrême droite sur influence du Kremlin, et la théorie du complot... Mais en plus, imaginez, on avait dit que c'était Vladimir Poutine. Hein? Ben oui, juste terminer là-dessus. La théorie du complot poussée par la gauche est allée assez loin
pour nous dire que les rapports médicaux produits par la Fédération internationale de boxe avaient été fraudés puisque le PDG était russe. Mhm. Donc, dans le fond, eux, c'est les Oh oui, médecins oh oui. qui ont analysé le dossier de Iman Khalif. En Ben, gros, ces d'ailleurs, gens... je pense qu'Isabelle Haché était dans cette Oh théorie-là oui, Isabelle Haché, du complotisme de gauche. C'est incroyable. Non, ça va prendre des excuses, honnêtement, graduellement, T'en auprès auras pas. de ces gens-là qui commencent à se tromper assez souvent. Ça commence à être assez grossier. Déjà, dans le dossier de la COVID, bon, ça a été une grossière erreur que d'avoir martelé aussi longtemps ce message-là. Au tout début, on comprenait qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Mais quand tu continues 2 ans et demi, ben là, c'est une autre affaire. Mais là, le dossier trans, etc., puis même les chirurgies, évidemment, irréversibles chez des enfants, il va falloir que ces gens-là qui font la promotion de ce courant-là, à un moment donné, fassent un examen de conscience, puis disent, ben là, je me suis trompé, j'ai défendu le fait de charcuter des enfants de 14-15 ans. C'est quand même ça qui se passe dans plusieurs pays occidentaux, là. Je Donc, vois. Iman Puis, Khalif, c'est un autre exemple Ouais. de cas où on se fait allègrement insulter pour finalement avoir raison. Là. Tu sais, sérieux, je sais pas quand on pourquoi dit d'autres allègrement raisons. insulté, c'est majeur. Il y en a eu de la merde sur les réseaux sociaux cet été quand c'est arrivé. Ben oui. Les clics du plateau de ce monde, la gang de crottés qui naviguent autour d'Olivier Niquette puis le lobby montréalais, je veux dire, tous ces gens-là essayaient de taguer négativement des gens qui s'offusquaient de voir Iman Khalif crisser une volée à l'italienne. Tu t'offusquais de ça, tu étais tagué extrême droite. Puis on utilisait cette controverse-là pour essayer de détruire la réputation des gens. Puis ça ne fonctionnait pas vraiment, là, vous comprenez. À un moment donné, il y a des Christy de limite à rire du monde. Mais on essaie tout le temps de détruire la réputation de gens qui s'offusquent de choses qui semblent pourtant simples. Je veux dire, il n'y a personne qui trouve ça acceptable qu'un homme crisse une volée à une femme dans un sport de combat. Il n'y a personne qui trouve ça acceptable qu'une fille perde une compétition sportive aux mains d'un gars. Donc, quand tu arrives avec des scénarios borderline comme celui-là, de voir qu'il y a des gens qui s'en offusquent, c'est normal. C'est pas de l'extrême droite, c'est normal. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on fait côté réglementation, tout ça? Le problème est réel. C'est réel au Québec aussi. C'est pas un phénomène qui est juste international. Il y a des gens qui me rapportent que leur fille joue dans des tournois de volleyball dans le RSEQ et qu'ils se rendent jusqu'en finale. Puis qu'en finale, ils perdent le tournoi de volleyball parce que la joueuse par excellence de l'autre équipe, C'est un gars. elle saute crissement haut, elle tape crissement fort. Oui, elle a les cheveux longs, mais elle a aussi une pomme d'Adam et un pénis. Ah oui, bon. Ça l'arrive au Québec, ça, là. Dans le RSEQ, là, dans On le sport multiplie scolaire de les vos médailles enfants, ça perdues. l'arrive, là. Ça donnait même une tactique, en fait, presque stratégique de certaines équipes. Là, Ben oui, c'était ça mon point de tantôt. C'est que les ça. gens pensent que les gens. On dirait qu'il y a du monde qui s'imagine que l'humain n'est pas un être que par nature, il va flairer les opportunités. Je veux dire, pourquoi il existe des comptables et des fiscalistes? Tout ça, c'est pour tout gérer l'idée qu'il y a une petite faille ici dans un truc de la loi qui te permet, si tu places tel montant d'argent là, de retirer tel montant d'impôt. Toute la vie est basée là-dessus. Vous pensez que si on permet à des hommes de s'identifier comme femmes et de jouer dans des sports féminins, il n'y a personne qui va aller là-dedans juste pour être profiteur? Puis, voyons, je veux dire, c'est une mécompréhension. Au Québec, on est trop bons, là. Frank, nous, on est des hobbits. Là. Nous avons une vision hobbit de nous-mêmes. Donc, on est trop bons, on a été parfaits. On est des bons sauvages, hein, finalement. Puis, on ne peut pas non plus avoir un gouvernement qui est malhonnête une fois de temps en temps. Ouais. Le gouvernement veut tellement notre bien. On est tellement tous et tout ça pour quelque chose. Tellement tous de ça. Puis tout ça pour quelque chose qu'au final, je le répète, devrait être apolitique. C'est apolitique, c'est un truc de biologie élémentaire. Là. Je veux dire, il y a des tests normalement qui sont faits pour ça, puis quand il y a des doutes, ces gens-là passent à des examens médicaux, tout ça. Il n'y a rien qui devrait être politisé là-dedans. Il y a du sport, il y a des petits gars d'un côté, des petites filles de l'autre, il y a des femmes et des hommes d'un côté et de l'autre. Puis tu sais, je veux dire, normalement... Imaginez. Ça a été politisé. Ça fait juste quelques années que c'est politisé, cette question-là. Il y a 20 ans de ça, 15 ans, personne n'aurait jamais accepté ça. Et ceux qui n'acceptaient pas ça n'auraient jamais été traités d'extrême droite, puis de pro-russe, puis de tout ce que vous voulez. C'est là qu'on voit qu'on est dans une dérive, là, que des politiciens traitent ouvertement des gens qui regardent ça de manière
stupéfait ou dégoûté en disant vous êtes des fascistes d'extrême droite. Mais puis ça a été la même affaire avec le spectacle d'ouverture des Jeux olympiques avec un gars tout nu, peinturant en bleu. Puis là, les gens disent c'est quoi cette scène-là? C'est un peu étrange. Vous êtes des fascistes. Puis là, ils jouissaient de voir l'extrême droite fâchée de voir. On dirait que c'est un peu ça aujourd'hui, hein, maintenant. C'est une forme de provocation là-dedans. On dirait que ça va même jusqu'au point où ils vont mettre volontairement des gens de même à l'avant-scène pour dire on va provoquer le facho, provoquer le réactionnaire pour après regarder comment ces gens-là sont arriérés, retardés, ils sont tout ça indignés. dévie du sujet. Tout ça dévie du sujet principal. Rappelons, le sport féminin sert à quoi? Le sport féminin sert à donner une chance aux filles de compétitionner dans leur calibre. Baseball Québec pousse énormément le baseball féminin depuis plusieurs années. Ça fonctionne bien, mais la catégorie masculine n'existe pas. La catégorie masculine, en guillemets, c'est la catégorie mixte. Et systématiquement, les meilleures joueuses de baseball, 80% du temps, préfèrent jouer dans la catégorie mixte que la catégorie féminine. Parce que le niveau de compétition est plus relevé dans le mix, tout simplement. Fait que les meilleures joueuses souhaitent jouer avec les hommes, parce qu'au baseball, jusqu'à la catégorie bantam, qui est le 15U à peu près, les femmes de bonne qualité réussissent à jouer dans les niveaux élites. Tu as des filles au niveau bantam 15U2A de temps en temps. Puis c'est des Christy de joueuses de balle, là, les filles. Puis éventuellement, ces filles-là peuvent avoir une chance au collège américain, au softball, éventuellement, pour aller poursuivre leur carrière aux États-Unis. Et ils ont passé par le réseau élite mixte au Québec pour ça. Par contre, les joueuses de baseball, c'est pas toutes des joueuses d'élite. La plupart des filles jouent un sport qui est très récréatif, très participatif. Et quand Baseball Québec a réussi à mettre de l'avant ces ligues féminines, les inscriptions ont explosé parce que les filles aiment jouer entre filles au niveau participatif. Et éventuellement, ce que ça l'a amené, c'est que plus il y a eu de ligues participatives, plus le niveau de compétition s'est relevé et plus il y a de filles qui disent ben là, ça serait le fun d'avoir aussi des niveaux compétitifs au niveau féminin également, puis ça commence à se mettre en place tranquillement. Même si les filles élites jouent au travers des gars, tu te ramasses que là, finalement, il y a l'Académie de baseball du Canada, l'ABC féminin 16U qui a été créée et qui performent quand même vraiment bien, qui font des tournois d'un bord puis de l'autre contre des hommes souvent, mais avec des équipes féminines. Mon équipe 15U2A cet été a joué un match, mon équipe mixte, mais que j'avais juste des gars dedans, a joué un match contre l'équipe Québec féminine, puis ça a donné du bon baseball. Les filles, quand tu prends les meilleures filles au Québec, sont capables de rivaliser avec un club à ces âges-là. Évidemment, dans le midget, dans le senior, c'est plus le cas, dans le junior non plus. Mais au niveau bantam, ça marche encore. Mais naturellement, les filles ont besoin de ces facilités-là. Ils ont besoin du sport féminin pour s'émanciper là-dedans. C'est une question de développement, effectivement, l'esprit de compétition, puis ça développe le caractère, puis la résilience, puis tout ça. Donc, c'est très bon, le sport. La journée que tu mets en place les catégories féminines, c'est ça ça n'existait pas, le féminin au baseball. Ça a été mis en place. Et qu'est-ce que tu observes? Une explosion des inscriptions. Protéger le sport féminin, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça le montre. Quand tu le fais bien, le sport féminin, les filles aiment ça, les filles s'inscrivent, les filles bougent, les filles peuvent faire quelque chose. Tu sais, je veux dire, Colin! C'est ça, le vrai sujet, c'est ça. C'est pas Iman Khalif, c'est pas Lia Thomas, c'est pas la gauche, la droite, l'extrême droite. Le vrai sujet, c'est le sport féminin. C'est les femmes, c'est les jeunes filles. Mais c'est un féminisme qui ne défend même plus la sécurité des femmes. C'est vraiment incroyable comme renversement. Je suis vraiment fier qu'on ait tenu notre bout à Libra-Média, tu vois, parce que durant cette vague d'insultes-là qu'on recevait justement de ces milieux-là bien pensants. Écoute, le 2 août 2024, c'était quelques jours après le combat avec l'Italienne. J'ai interviewé Laura Lecuona, qui est une féministe mexicaine bien connue, là, qui s'exprime, qui a écrit un gros livre très intéressant. On peut encore traduit sur le mouvement trans. Ça va être traduit en anglais quand même maintenant. Et la première citation que je la citais le 2 août, sur le coup, tout le monde a bien vu qu'il s'agissait d'un homme en train de frapper une femme.
mais on nous oblige à utiliser un langage falsifié pour masquer la vérité. C'est répréhensible et même criminel de laisser un homme frapper une femme dans un ring. C'est très bon. Ça, c'est la première citation de mon article. Comment c'était à contre-courant? Ce ne sont pas les J.K. Rowling qui font de la désinformation, mais les gens qui ouvrent la porte à la fin du sport féminin. Ils brouillent les cartes, jouent sur les mots et empêchent la tenue d'un débat transparent. Donc, dire qu'on a tenu, je peux vous dire qu'on a tenu notre bout cet été dans cette polémique. Tu vois, il aurait fallu suivre notre instinct. Ben, c'est ce qu'on a fait. Regarde, tu vois, on a suivi notre instinct. Et non, il ne faut pas plier. Et je pense que la victoire de Donald Trump pour y venir est montre qu'on a beaucoup plus d'appui, en fait, qu'on peut le croire. Évidemment, on n'est pas américains, là, nous, mais il y a beaucoup de gens dans l'ombre qui ne sont pas très loquaces dans l'espace public, mais il y a comme une sorte de, comment on appelle ça, la majorité silencieuse, hein, qui finalement s'est exprimée encore une fois lors de cette élection-là. Au Québec, bon, c'est plus parcellaire parce que, évidemment, c'est un consensus étouffant. Les gens sont moins... Alors, regardez, les écrits restent, là. Le parcours d'une combattante, Isabelle Haché. Enfant, on lui a dit qu'elle ne pourrait jamais boxer, puisqu'elle n'était pas un homme. Dans son village d'Algérie, qu'une fille puisse devenir boxeuse un jour était pratiquement inconcevable. She got balls, Isabelle. She got balls. On attend un article de Mme Haché. On attend votre article, Mme Haché. Honnêtement, vous allez faire une mise au point, j'espère. Oui, mais écoute, je veux dire, en terminant, son analyse de l'élection américaine, Isabelle Haché, vous croyez-le ou non, elle a écrit « L'ombre a triomphé sur la lumière ». Tu sais, je veux dire, si... Dans Star Wars. Il était dans la thèse, là, évidemment, de ceux qui ont des doutes sur le sexe de Mme Khalif sont des agents de désinformation russe. Oui, c'est ça. Laura Lecuona, une Mexicaine, est une agente c'est ça. de on a affaire à des désinformation lightweights. russe. C'est de quoi vous parlez, honnêtement? Là? Non, mais c'est qu'ils sont dans le complot pour dénoncer le prétendu... c'est un pur délire, là. Je pense que les gens sont à même de le constater. Écoute, en terminant, Jérôme... OK, regardez, attends un peu. Juste une dernière. Qu'est-ce qui permet à J.K. Rowling d'affirmer qu'Imane Khalif est un homme? Rien, sinon des rumeurs. Qu'est-ce qui lui permet de conclure que cet homme jouissait à ce moment-là de détresse de son adversaire? Rien, si ce n'est l'imagination débordante de l'autrice de Harry Potter. L'autrice, évidemment. Hey. L'autrice, oui. Juste ça résume tout le truc. Ouais, c'est ça. En terminant, Jérôme, Libre Média, les gens peuvent suivre, évidemment, les 2 conférences, rappelez ça, parce que ça s'en vient, là, tranquillement, pas vite. Là. Oui, 12 décembre à Québec, pour le 15 décembre à Montréal. Ça va être d'autant plus intéressant, je le répète, que la victoire de Trump ouvre une nouvelle ère médiatique. Puis on l'a vu, Trump qui fait campagne sur X, Elon Musk dans le décor, l'entrevue à Joe Rogan qui est symptomatique, évidemment, du déclin des médias traditionnels. Donc, ça va vraiment enrichir la conversation, la discussion, le débat. Les gens sont invités à venir nous rencontrer, à poser leurs questions, évidemment, aussi à la fin de la rencontre. Donc, Yann Sénéchal, je le répète, est avec nous. 2 Français, 3 Québécois. 2 Français, Alexis Poulain, Nicolas Vidal. Les 3 Québécois sont Yann Sénéchal, Alexa Lavoie de Rebel News et moi-même. Donc, les billets sont disponibles, sont affichés, sont épinglés sur le compte Twitter de Libre Média, le compte X de Libre Média. C'est un réseau social, évidemment, d'extrême droite, possédé par un partisan de Donald Trump. Exact. Mais tout ça manipulé en direct du Kremlin. Enseignement du KGB. Enseignement du KGB. Donc, merci Jérôme d'avoir été là, puis on se reparle dans 2 semaines. Un grand plaisir, merci. Yes.